Nous sommes en train de suivre de très près une situation absolument explosive concernant un homme qui, sans l'ombre d'un doute, porte aujourd'hui la cible la plus gigantesque peinte dans le dos de tous les chefs d'État présents sur l'échiquier mondial. Il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui est effectivement devenu l'ennemi public numéro 1, l'homme à abattre par tous les moyens. Et permettez-nous d'être parfaitement clairs et sans équivoque, il n'a pas hérité de cette marque infâme parce qu'il dirigerait une tyrannie ou un régime despotique sanguinaire. S'il se retrouve ainsi dans le collimateur des puissants, c'est uniquement parce qu'il agit avec un niveau de conviction et de détermination qui terrifie littéralement l'ordre établi et les vieilles gardes, loyaux gardes. Cette pression asphyxiante nous arrive de tous les horizons, s'étendant des couloirs feutrés du pouvoir à Washington D.C., traversant l'Atlantique jusqu'au palais doré de l'Élysée à Paris. C'est là que les grandes puissances mondiales ont fait savoir de manière limpide et brutale qu'elles exigent que cet homme soit éliminé de l'équation politique, et ce, sans le moindre délai. Cependant, ne vous y trompez pas, cette menace existentielle ne provient pas uniquement de l'autre côté des océans. Au cœur même de ses propres frontières, la situation est encore plus instable et explosive avec des élites politiques corrompues et des agents de l'ombre qui complotent sa chute 24 heures sur 24. Même ses propres homologues africains le regardent désormais de travers, considérant son administration comme une perturbation dangereuse, menaçant le confortable statu quo dont il profite de grassement depuis des décennies. Lorsqu'on dépouille la situation de toute la rhétorique diplomatique, le seul et unique crime réel du capitaine Traoré est simplement son refus catégorique d'être une marionnette docile dont on tire les ficelles. Il rejette avec force ces mécanismes de contrôle et d'asservissement qui ont maintenu toute la région du Sahel à genoux pendant des générations entières. Il a ouvertement bravé l'ingérence étrangère, ravivé une flamme ardente de fierté nationale et pris la décision radicale de placer le destin souverain du Burkina Faso bien au-dessus des intérêts des multinationales et des agendas politiques mondiaux. Et mes chers amis, croyez-moi, dans le monde impitoyable de la géopolitique à haut risque, c'est là une offense absolument impardonnable. C'est précisément la raison pour laquelle des acteurs ultra-puissants veulent le voir veulent le voir disparaître et ce par absolument tous les moyens nécessaires légaux ou non. Cependant, quiconque s'imagine que le président Traoré va simplement se coucher et accepter son sort sans riposter n'a manifestement pas prêté attention à l'homme qu'il est. Car il ne reste absolument pas les bras croisés à attendre passivement que le couperet fatal ne s'abatte sur lui. Face à ces menaces imminentes qui ne cessent de croître, il contre-attaque en blindant son sanctuaire intérieur avec un nouveau réseau de sécurité ultra sophistiqué qui fait grand bruit au sein de la communauté du renseignement. La question cruciale à laquelle nous devons répondre est la suivante. Quel est exactement ce système mystérieux qu'il est en train de déployer? De plus, que nous révèle ce virage stratégique agressif sur les batailles titanesques qu'il se prépare à mener dans les mois à venir? Ne vous y méprenez surtout pas, rien de tout cela n'arrive par hasard et encore moins par accident. Il existe des forces colossales aux poches profondes, tant locales qu'internationales, qui veulent voir le capitaine Ibrahim Traoré définitivement rayé de la carte politique. Comment pourriez-vous rationaliser autrement le nombre ahurissant et incessant d'attaques dirigées contre une seule et unique administration? Examinons les faits et les chiffres car la réalité est tout simplement sidérante. Aucun autre dirigeant africain, je dis bien pas un seul, dans l'histoire moderne n'a survécu à plus de 15 tentatives d'assassinat en l'espace de seulement 2 petites années. Depuis l'instant précis où il a prêté serment au Burkina Faso, Traoré vit dans un état permanent d'alerte rouge et de vigilance absolue. Il n'y a eu aucun repos, aucune trêve, seulement un cycle implacable de tentatives de coups d'État, les unes après les autres, toutes conçues pour briser sa volonté de faire. Nous avons largement dépassé le stade de la politique conventionnelle ici. Nous sommes bel et bien engagés dans une guerre asymétrique totale. C'est une guerre coordonnée contre un homme qui en est venu à incarner quelque chose de bien plus vaste et de bien plus dangereux pour l'ordre établi qu'une simple transition gouvernementale. Nous parlons ici d'un homme qui est devenu une menace systémique, non pas parce qu'il dirigerait le pays d'une main de fer, mais bien à cause de l'idéologie puissante et de l'indépendance farouche qu'il défend courageusement sur la scène mondiale. Maintenant, les critiques pourraient tenter de déformer la réalité et dire « Eh bien, c'est simplement la nature des régimes militaires dans cette région ». Mais vous devez impérativement vous poser cette question difficile. Pourquoi aucun autre dirigeant militaire du Sahel n'a-t-il été confronté à un tel niveau de danger mortel? Observez le leadership dans des pays comme le Gabon, le Tchad, ou même chez les voisins directs comme le Mali et le Niger.
Aucune de ces administrations n'a eu à affronter une fréquence aussi extrême de complots de sabotage interne ou un poids aussi écrasant de pression extérieure. Alors, quel était le facteur X ici? Qu'est-ce qui rend le capitaine Traoré si fondamentalement différent? La réponse est simple. Il n'est pas qu'un simple soldat en uniforme, et il n'est certainement pas un président standard. Il est devenu le visage incontesté d'une révolution radicale. Officieusement, il est la véritable force motrice derrière la puissante alliance de l'AES. Et dans un sens presque spirituel, il dirige un mouvement historique qui est en train de réveiller tout un continent. Souvenez-vous, c'est Traoré qui le premier s'est levé pour déclarer à la face du monde que le Sahel ne fait pas que flotter au gré du vent, mais qu'il se dresse pour revendiquer son propre avenir. C'est son discours électrisant lors du sommet Russie-Afrique qui est devenu viral et a conquis les cœurs des penseurs panafricains aux quatre coins du globe. C'était sa fougue, sa vision claire et son défi inébranlable face aux superpuissances qui l'ont distingué de tous les autres. Cette énergie si particulière est exactement ce qui a poussé des millions de personnes à suivre sa direction. Et par conséquent, c'est exactement pour cela qu'il est actuellement l'homme le plus recherché du continent africain, mort ou vif. 16 avril 2026. Retenez bien cette date, marquez-la d'une pierre blanche, car ce fut un moment qui aurait pu bouleverser fondamentalement la trajectoire du Burkina Faso à tout jamais. Il s'agissait encore d'un autre complot sordide. C'était une nouvelle tentative ultra sophistiquée visant à éliminer définitivement le président Ibrahim Traoré. Même si cette tentative spécifique de coup d'État a été interceptée et déjouée de justesse, la menace existentielle qui pèse sur le pays ne s'est pas volatilisée du jour au lendemain. Bien au contraire, le péril a évolué, il a muté pour devenir plus insidieux. Ces figures de l'ombre qui veulent sa chute sont toujours là tapis dans l'obscurité, en train de se regrouper, d'analyser leurs échecs et de jurer de frapper à nouveau avec une précision chirurgicale. Et à l'heure actuelle, nous recevons des rapports de renseignement absolument alarmants et préoccupants qui nous avertissent qu'ils sont loin d'en avoir fini. Ces agents auraient dû promis de mettre à exécution leur prochaine manœuvre majeure avant le mois de juin 2026. Alors, où ces conspirateurs sont-ils allés se réfugier quand la pression est montée d'un cran? Ils ne se sont pas contentés de fuir dans l'ombre pour disparaître. Ils se seraient rendus chez un voisin en Côte d'Ivoire, une nation de plus en plus accusée de collaborer avec les intérêts français pour déstabiliser le Burkina Faso. Une fois cette frontière franchie une fois en terre étrangère, les rapports suggèrent que ces traîtres n'ont pas été accueillis comme des fugitifs en cavale, mais bien comme des alliés stratégiques dans un grand jeu de changement de régime. Et sous la protection présumée et discrète des autorités ivoiriennes, un nouveau centre de commandement et de contrôle aurait été établi pour coordonner ces opérations hostiles. Leur mission est aussi claire que glaçante, ils veulent terminer ce qu'ils ont commencé et renverser le pouvoir en place. Mais s'ils s'imaginent que le président Traoré reste les bras croisés à les attendre, ils se trompent lourdement sur son compte. Face à ce danger clair et grandissant, le président a lancé une contre-mesure audacieuse et agressive que les initiés appellent désormais la doctrine du verrouillage. Il s'agit de bien plus que l'ajout de quelques gardes du corps supplémentaires ou le simple renforcement des protocoles de sécurité habituels. C'est une réinitialisation complète et brutale de tout son environnement opérationnel, un redémarrage total du système de défense. Nous parlons ici d'une refonte complète des hommes, des procédures et des priorités. Absolument rien n'est laissé au hasard dans cette nouvelle ère de vigilance absolue. Les rapports provenant de la capitale décrivent une doctrine où la loyauté prouvée pèse plus lourd que le grade militaire et où la surveillance technologique constante remplace le cérémonial et le faste traditionnel. Le premier changement majeur, la pierre angulaire de cette stratégie, a été une restructuration complète de la base au sommet de la garde présidentielle, cette unité d'élite seule responsable de la vie et de la sécurité de Traoré. À une époque où la trahison ultime peut venir de vos propres rangs, ce mouvement n'est pas juste une précaution nécessaire. C'est une question de survie pure et simple, une nécessité vitale. Et alors que l'atmosphère à Ouagadougou reste électrique et tendue, une chose est indéniablement claire, Traoré se prépare activement à affronter la prochaine vague d'attaques. Prenez juste un instant pour réfléchir réellement aux implications profondes de cette situation. Si des officiers de haut rang profondément ancrés dans la structure militaire burkinabé étaient prêts à vendre le président Traoré, qui peut dire que la pourriture de la trahison n'a pas déjà atteint le cœur même de sa sécurité rapprochée, certains de ces traîtres ne se sont pas contentés de faire défection et de s'enfuir lâchement. Ils sont restés sur place et ont payé d'autres soldats pour semer le chaos et fomenter des mutineries au sein des rangs de l'armée.
Il n'est pas difficile d'imaginer un scénario catastrophe où certains de ces soldats compromis auraient pu être infiltrés là directement au sein de la garde présidentielle elle-même. Et franchement, c'est un risque catastrophique que le capitaine Traoré ne peut tout simplement pas se permettre de prendre. Pour se protéger lui-même ainsi que la souveraineté de la nation, Traoré a posé un acte chirurgical décisif. Il a complètement démantelé et reconfiguré la garde présidentielle. Les équipes ont été remaniées du jour au lendemain. Tout individu ayant un comportement même vaguement suspect a été discrètement et immédiatement relevé de ses fonctions. Et à leur place, il n'a installé que ceux qui avaient éprouvé leur loyauté au-delà de tout doute raisonnable. Mais dans le climat actuel de méfiance, même la loyauté passée ne suffisait plus pour garantir une place dans ce cercle restreint. Chaque nouvelle recrue a dû se soumettre à un processus de vérification approfondi et intrusif, allant bien au-delà des contrôles d'antécédents routiniers que l'on voit dans les opérations militaires standards. On parle ici d'un audit complet de leur vie, de leurs dossiers scolaires, de leurs liens familiaux, de leurs penchants politiques. Même leurs contacts internationaux ont été passés au peigne fin sous un microscope. Absolument rien n'a été laissé au hasard, aucune pierre n'est restée non retournée dans cette enquête. Seule une poignée d'élus, ceux qui ont franchi avec succès chaque étape de cette investigation intense et rigoureuse, ont eu le privilège immense d'endosser l'uniforme et de monter la garde. Aujourd'hui, la garde présidentielle n'est plus seulement une simple unité d'élite. C'est une confrérie de loyalistes triés sur le volet, dignes de confiance et aguerris au combat. Mais connaissant les enjeux, Traoré ne s'est pas arrêté là. La trahison choquante orchestrée par un seul initié de haut rang, Barry Abdoulaye, a fait bien plus que simplement froisser des égos. Elle a brutalement mis au jour une vulnérabilité systémique massive, enfouie au plus profond des infrastructures critiques de la nation, l'intégrité de tout le réseau de communication du pays. Pendant bien trop longtemps, ce cadre numérique désuet et obsolète a servi de porte dérobée, grande ouverte à tous les vents. Cela permettait en effet aux agents séditieux de transmettre des renseignements militaires hautement classifiés et des mouvements de troupes sensibles directement aux combattants ennemis, sans déclencher la moindre alarme ni le moindre protocole de détection. Mais laissez-moi vous dire une chose très claire. Cette faille dangereuse a été claquée soudée hermétiquement et enterrée pour de bon. Dans un vaste effort de modernisation sans précédent, le président Traoré a complètement vidé et reconstruit l'architecture des communications du Burkina Faso à partir de Instinct. En repensant tout le système depuis la base, le gouvernement met en œuvre des canaux cryptés de toute dernière génération, spécialement conçus et calibrés pour une mission précise, traquer sans relâche. Signaler et remonter la piste de tout transfert de données suspectes à la seconde même où il se produit en temps réel. Le message envoyé par l'administration est limpide comme de l'eau de roche. Tout officier militaire ou haut fonctionnaire du gouvernement qui s'imaginerait pouvoir divulguer des secrets d'État ou comploter dans l'ombre contre l'administration se verra traqué numériquement et exposé au grand jour. Et contrairement aux pratiques du passé, il n'y a désormais absolument aucune place pour les secondes chances ni pour les excuses tardives. Alors que le niveau de la menace continue de grimper en flèche et que les ennemis du pays resserrent leur étau de tous les côtés, le président Ibrahim Traoré a appuyé sur la détente pour déployer une nouvelle couche redoutable de défense nationale, réactivant un atout puissant qui prenait la poussière sur les étagères depuis des années. Nous parlons ici bien évidemment du Bureau du contre-espionnage intérieur, une agence de l'ombre qui autrefois braquait son objectif strictement sur les adversaires étrangers, mais qui a été ressuscitée et suralimentée avec un tout nouveau mandat domestique particulièrement agressif. L'étendue de leur autorité a été massivement élargie, allant bien au-delà de tout ce que nous avons pu observer sous les administrations précédentes. Cette agence ne se contente plus de surveiller les menaces qui rôdent au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle a désormais tourné son regard perçant vers l'intérieur, se concentrant intensément sur ce qu'on appelle l'ennemi de l'intérieur. Il s'agit d'un processus de vérification totale et impitoyable où personne, absolument personne, n'obtient de passe-droit. Chaque ministre du cabinet, chaque commandant militaire provincial et même les chefs de la police locale voient leurs alliances politiques disséquées au microscope et leur loyauté absolue mise à l'épreuve ultime. Voici le fond du problème, la réalité crue de la situation. Si un fonctionnaire est découvert nourrissant des sentiments qui ne s'alignent pas parfaitement avec la vision révolutionnaire du président Traoré, il est rapidement retiré de l'échiquier et réaffecté sans délai. Ils sont expédiés vers des avant-postes isolés, très loin de la capitale Ouagadougou. Et ils se voient dépouillés de toute proximité avec les leviers du pouvoir. Une manœuvre que certains critiques qualifient d'extrême et frisant la paranoïa sévère. Mais il faut impérativement comprendre le contexte actuel.
Dans une région aussi volatile où le couteau planté dans votre dos vient généralement de la personne qui se tient juste derrière vous, la paranoïa n'est pas une maladie mentale. C'est une stratégie de survie obligatoire, et l'histoire possède de nombreuses preuves factuelles pour le démontrer. Regardez simplement l'héritage tragique de Thomas Sankara, l'icône révolutionnaire légendaire qui a été trahi et brutalement assassiné. Non pas par un étranger, mais par son plus proche confident Blaise Compaoré, un homme qu'il appelait son ami, son frère d'armes et son compagnon de lutte. Le président Traoré a étudié ce manuel de trahison de la première à la dernière page. Et il est absolument déterminé à faire en sorte que ce chapitre particulier de l'histoire ne se répète pas sous son commandement. Mais resserrer son emprise sur l'armée n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il déploie actuellement une stratégie bien plus non conventionnelle. Il déploie un atout caché que très peu d'analystes géopolitiques en dehors du Burkina Faso comprennent réellement son arme secrète ultime. Depuis le premier jour de sa prise de pouvoir, Traoré a discrètement construit et nourri une milice civile massive. Une force de défense volontaire issue de la base composée de citoyens burkinabés ordinaires qui sont prêts à mettre leur vie en jeu pour l'avenir de leur nation. Ces citoyens sont officiellement reconnus sous l'acronyme VDP, c'est-à-dire les volontaires pour la défense de la patrie. Et leurs rangs ont grossi de manière significative ces derniers temps. Ils sont entraînés au combat lourdement armés, et ils possèdent une loyauté fanatique inébranlable spécifiquement envers le président Traoré lui-même. À l'origine, ce groupe a été formé dans le but précis de protéger les villages isolés contre le fléau des raids terroristes. Mais si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, en 2026, ils ont évolué pour devenir quelque chose de nettement plus puissant. Ils se sont transformés en un second niveau de sécurité nationale, agissant comme un pare-feu humain entre la population et l'anarchie. Et point crucial, ils restent totalement insensibles aux allégeances coloniales persistantes qui empoisonnent encore certaines factions de l'établissement militaire traditionnel. Au lendemain de la toute récente tentative de coup d'État, Traoré opère un pivot stratégique majeur en repositionnant les VDP. Ainsi, ils ne se contentent plus de monter la garde autour des communautés rurales. Ils sont façonnés pour devenir un bouclier protecteur autour de la révolution elle-même, servant sans doute de ligne de défense finale et la plus fiable, pour protéger l'homme qui est devenu le symbole vivant de ce mouvement. Pleinement mobilisées et entièrement restructurées, les unités VDP ont été déployées sur toute la carte du Burkina Faso, prenant des positions stratégiques dans les centres administratifs critiques et les installations militaires clés. Mais ne vous y trompez pas, ces volontaires font bien plus que simplement rester debout au porte-fusil à la main. Ils se sont métamorphosés en un appareil de renseignement complet et tentaculaire. Leur nouvelle directive est d'agir comme des sentinelles de quartier et des espions actifs, faisant remonter les rapports de tout mouvement suspect ou comportement étrange directement sur le bureau du président. Ces défenseurs civils, animés par un dévouement farouche envers Traoré, servent effectivement d'yeux et d'oreilles au président, à chaque coin de rue et sur chaque place de village, à travers la nation. Leur présence est si totale, si omniprésente, qu'elle garantit qu'absolument aucune réunion secrète, aucun murmure de conspiration, ou la moindre tentative d'organiser une trahison ne soit immédiatement repérée, signalée et neutralisée bien avant qu'elle ne puisse prendre la moindre ampleur ou gagner du terrain. Ce qui n'était au départ qu'une milice de volontaires un peu désordonnés luttant contre les terroristes a été méticuleusement transformé en un véritable système immunitaire interne ultra sophistiqué. Ce système est conçu pour déclencher une riposte instantanée et foudroyante face à toute menace qui oserait émerger de l'intérieur même du corps politique de la nation. Mais le président Traoré ne s'est pas arrêté au simple renseignement humain. Il mise désormais tout sur la technologie de pointe pour assurer une surveillance absolument totale et sans faille. Sous ses ordres stricts, le ministère de l'Intérieur a discrètement déployé un programme de traçage biométrique de dernière génération qui fait déjà grandement jaser et inquiète au plus haut point la communauté internationale. Officiellement sur le papier, le gouvernement présente cette manœuvre comme une simple campagne de recensement national standard, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais il suffit de gratter un peu sous la surface pour comprendre que cette initiative sert en réalité un objectif bien plus ciblé, bien plus tactique et redoutablement efficace. Des rapports de renseignement qui ont fuité de l'intérieur même du réseau burkinabé suggèrent fortement que ce système est actuellement utilisé d'une manière très spécifique. Il sert à cartographier et à suivre à la trace en temps réel la localisation physique exacte des individus signalés comme étant à haut risque qu'il s'agisse de simples civils ou d'officiers militaires gradés. Quiconque ayant ne serait-ce que le lien le plus infime avec ce fameux complot du 16 avril
se retrouve désormais placé sous une surveillance numérique constante, implacable et de tous les instants. Nous parlons ici de tracer absolument chaque déplacement, d'enregistrer chaque réunion et d'écouter chaque appel téléphonique, inaugurant ainsi une nouvelle ère de surveillance qui met beaucoup de gens très mal à l'aise. Les critiques, et en particulier ceux qui observent la situation depuis les confortables capitales occidentales, se sont emparés des réseaux sociaux pour fustiger le capitaine Traoré. Ils l'accusent ouvertement de se métamorphoser en un dictateur assoiffé de pouvoir absolu. Un homme qui serait en train de consolider sa mainmise sur l'État en utilisant des tactiques de terreur et des technologies de surveillance de pointe. Cependant, pour les partisans inconditionnels du camp Traoré, ces mesures ne sont absolument pas choquantes. Au contraire, elles sont jugées strictement nécessaires. Ils ont vécu l'enfer du chaos. Ils ont vu les attaques terroristes et ils réclament la stabilité. Ils ont ressenti dans leur chair la brûlure amère de la trahison. Et comme le président Traoré l'a déclaré brutalement et publiquement, le Burkina Faso ne fonctionne pas comme une démocratie à l'heure actuelle. Le pays est en pleine convulsion révolutionnaire. Et soyons réalistes, un instant, les révolutions ne se construisent pas dans le confort douillet et les débats polis. Elles sont forgées dans les feux ardents de la vigilance du sacrifice extrême et de l'instinct de survie le plus brut. Selon la vision du monde du président Ibrahim Traoré, il n'existe pas une seule nation sur cette terre qui ait réussi à atteindre un véritable développement indépendant en s'appuyant uniquement sur le processus démocratique classique. De son point de vue, les superpuissances mondiales qui dominent aujourd'hui l'industrie, la technologie et la souveraineté ne se sont pas hissées au sommet de la chaîne alimentaire grâce à des urnes pacifiques et des discours de campagne électorale. Elles ont acquis leur prééminence à travers des révolutions âpres et grâce à un leadership audacieux et totalement intransigeant. Un leadership qui était prêt à défier les normes établies et à briser toutes les règles pour réussir. Pour Traoré, la situation actuelle au Burkina Faso est exactement la même. Il insiste sur ce point, ce n'est pas une démocratie. C'est une refonte totale et radicale du système. Et comme pour chaque révolution, vous avez la garantie absolue de devoir faire face à une résistance massive. Il y a plein d'acteurs puissants, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, qui détestent absolument cette philosophie et tout ce qu'elle implique. Ils sont littéralement terrifiés par ce que Traoré représente parce que sa vision promet un changement radical et irréversible. Et ce sont des gens qui ont bâti des fortunes entières et consolidé leur influence précisément sur le maintien du statu quo. Regardons en face ces figures de l'establishment. Ce sont ces mêmes gens à qui cela convient parfaitement que le Burkina Faso reste coincé tout en bas de l'échelle économique mondiale. Ils sont bien confortables avec l'insécurité et l'instabilité qui continuent de déchirer la nation morceau par morceau. Parce que pour eux, le chaos n'est pas un problème, c'est une échelle, une opportunité. Ils s'accommodent parfaitement de la corruption rampante qui étouffe et étrangle les institutions du pays depuis des décennies. Pour eux, c'est business as usual, la routine habituelle, et ils n'ont aucun intérêt à nettoyer ce gâchis. Soyons francs et directs ici. Si ces gens se souciaient vraiment de réformes ou de progrès réels, ils ne seraient pas en train de comploter activement pour éliminer le seul gars qui ose monter sur le ring pour se battre pour le changement. Pour la classe dirigeante locale au Burkina Faso, cette agitation actuelle n'est qu'un ticket d'or pour s'accaparer encore plus de pouvoir et s'en mettre plein les poches. Mais quand on regarde les acteurs étrangers impliqués, l'agenda devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus sinistre et manipulateur. Pour eux, maintenir l'État faible n'est pas un accident de parcours, c'est une fonctionnalité, une stratégie délibérée. Cela leur donne un passe-droit total pour piller les ressources naturelles du pays. Et cette fortune massive, inexploitée qui dort là dans le Sahel, sans qu'aucune bureaucratie gouvernementale ne vienne les gêner. Mais c'est là que le capitaine Ibrahim Traoré est entré en scène et a complètement renversé la table, changeant radicalement la donne. Il possède une feuille de route claire pour bâtir une nation sécurisée, indépendante et industrialisée. Et cela menace de claquer brutalement la porte au nez de ce racket d'exploitation qu'ils font tourner tranquillement depuis des années. C'est exactement pour cette raison que depuis le premier jour, il a une énorme cible peinte dans le dos. Ils essaient de débrancher son administration par absolument tous les moyens nécessaires. Il suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif sur la chronologie explosive qui s'étend entre septembre 2022, moment où il a pris les rênes du pouvoir, et septembre 2023. Ils ont orchestré pas moins de 4 tentatives de coup d'État distinctes contre lui. 4 tentatives majeures en l'espace de seulement 12 mois, c'est un acharnement d'une violence inouïe. Chacune de ces tentatives s'est soldée par un échec cuisant.
Mais voici le véritable coup de théâtre. Le capitaine Traoré n'a pas cherché à écraser ses ennemis immédiatement ni à verser le sang. Il a délibérément choisi la voie de la sagesse et de la hauteur, refusant de céder à une vengeance aveugle contre les comploteurs. Il les a laissés repartir libres sans peine de prison, sans procès-spectacle, pour humilier l'opposition. Il s'est contenté de leur adresser un avertissement solennel et glacial: reculez immédiatement et distancez-vous de ces absurdités, ou préparez-vous à subir les foudres de la tempête qui est en train de se lever. Mais il est désormais évident que cette première tentative n'était qu'un prélude, une simple ouverture avant le drame, car l'opposition a alors décidé de redoubler d'agressivité. La deuxième et la troisième tentative ont frappé coup sur coup dans une succession ultra rapide, se déroulant toutes deux au cours du même mois fatidique d'octobre 2023. Cette fois-ci, face à tant d'obstination, Traoré a décidé que la tolérance avait atteint ses limites et qu'il fallait désormais changer de méthode radicalement. L'ère des avertissements paternels et des secondes chances était officiellement révolue. Il était temps de montrer les muscles, débutant une série d'arrestations ciblées et lançant des investigations approfondies pour déraciner le mal. Depuis octobre 2023 jusqu'en septembre 2024, le Burkina Faso a fonctionné de fait comme une nation en état de siège permanent sur le qui-vive jour et nuit. La menace ne provenait pas uniquement des adversaires étrangers postés de l'autre côté de la frontière, prêts à envahir le territoire. Le danger était bien plus insidieux, le ver était dans le fruit pourrissant le système de l'intérieur, avec complot après complot, tentative après tentative, sans laisser le moindre répit au gouvernement. Au moment où les services de renseignement ont découvert la 10e tentative de coup d'État, la situation avait basculé, passant d'un état dangereux à un niveau absolument critique pour la survie de la nation. Il ne s'agissait plus là de simples manœuvres politiques habituelles ou de jeux de pouvoir. C'était devenu du terrorisme pur et dur visant à déstabiliser l'État. Les rapports des services de renseignement ont réussi à remonter le fil de cette vaste conspiration jusqu'à Paul-Henri Damiba en personne. Il s'agit de l'ancien chef de la junte militaire qui vit actuellement en exil doré au Togo et qui continue de tirer les ficelles du chaos depuis les coulisses, opérant à distance. Damiba coordonnait prétendument ses actions avec des factions terroristes connues bénéficiant du soutien discret mais réel de certaines autorités en Côte d'Ivoire. Plus grave encore, il réactivait des cellules dormantes au sein même de l'armée burkinabé, notamment à Cambo-Insine, où des éléments étaient restés fidèles à son ancien régime déchu. Le résultat fut une attaque catastrophique, un véritable bain de sang qui a laissé sur le carreau aussi bien des soldats valeureux que des civils innocents. Cet événement a agi comme un réveil brutal pour tout le monde. La guerre contre Traoré n'est pas une simple querelle de clochers politiques pour savoir qui s'assoira dans le fauteuil présidentiel. C'est un combat existentiel pour l'âme même, la souveraineté et l'identité du Burkina Faso en tant que nation libre. La conspiration orchestrée par Damiba allait bien plus loin que ce que les analystes avaient d'eux prédit. Il a réussi l'impensable: retourner des soldats de l'intérieur des rangs burkinabés contre leur propre gouvernement. Nous parlons ici d'hommes qui avaient prêté un serment solennel, la main sur le cœur, de protéger le peuple et la patrie au péril de leur vie. Et les voilà qui font volte-face pour collaborer main dans la main avec les terroristes mêmes qu'ils étaient censés combattre sur le terrain. Ils ont instrumentalisé des renseignements militaires ultra sensibles pour orchestrer une attaque de précision sur Barsalogo, une ville stratégique située dangereusement près de la capitale Ouagadougou. L'assaut fut d'une violence inouïe, un carnage absolu qui restera gravé dans les mémoires comme une journée noire. Des centaines de membres des forces de l'ordre et de civils ont été massacrés dans le chaos, et la ville a été complètement submergée. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas une simple frappe militaire ou une escarmouche de plus. C'était une opération psychologique calculée, conçue spécifiquement pour briser la foi du peuple en l'autorité du président Traoré. L'objectif était de pousser les gens à remettre en question ces réformes sécuritaires et de fracturer la cohésion des forces armées nationales. Le but ultime était de provoquer une mutinerie totale, le chaos généralisé et l'effondrement des institutions. Mais heureusement, ce plan machiavélique a finalement échoué. Les forces de sécurité ont réussi à appréhender une partie des conspirateurs, tandis que le reste de la bande s'est éparpillé dans la nature pour échapper à la capture. Depuis cette tragédie, il y a eu encore d'autres tentatives, et chacune d'entre elles a été neutralisée. Mais si vous observez attentivement, elles partagent toutes un trait indéniable. Les empreintes digitales de puissances étrangères sont partout visibles sur chaque dossier, chaque complot, chaque trahison.
Maintes et maintes fois, des acteurs extérieurs surgissent dans l'ombre, jetant de l'huile sur le feu, finançant la dissidence et utilisant la trahison comme une arme pour maintenir la région dans l'instabilité. C'est exactement la raison pour laquelle la récente refonte massive de l'appareil sécuritaire par Traoré n'est pas un signe de paranoïa ou de prudence excessive. C'est une nécessité stratégique absolue car nous avons largement dépassé le stade de la simple politique politicienne. Ce n'est pas un drame personnel, c'est la guerre. Une guerre totale contre des ennemis de l'ombre, contre des traîtres infiltrés dans les rangs et contre un système prédateur qui s'enrichit sur la souffrance du Burkina Faso depuis bien trop longtemps. Pour Traoré, assurer sa propre sécurité n'est pas une question de survie personnelle ou d'ego mal placé. Il s'agit de défendre une vision pour l'avenir, un avenir où le Burkina Faso brise enfin ses chaînes pour se tenir debout, fier et autonome. Quand on prend un peu de recul, n'est-il pas tragique qu'un homme comme Traoré, qui tente légitimement d'apporter un changement structurel réel, soit obligé d'aller aussi loin juste pour rester en vie? Pourquoi les puissances établies ne peuvent-elles pas simplement s'écarter et le laisser finir le travail de reconstruction qu'il a commencé? Il est douloureusement évident que nettoyer ce gâchis monumental n'allait jamais être une simple promenade de santé. Il mène une guerre sur deux fronts simultanés. Il combat le terrorisme sur le terrain tout en luttant contre le sabotage interne dans les couloirs du pouvoir. Avec tout ce chaos ambiant, on est en droit de se demander comment la lutte contre le terrorisme est-elle censée réussir quand on se fait poignarder dans le dos en permanence. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que ces attaques ne se limitent pas aux balles physiques et aux bombes, c'est une guerre psychologique et morale. Le capitaine Ibrahim Traoré fait actuellement face à une véritable marée noire, un tsunami d'attaques incessantes et coordonnées venant de la part des grands médias corporatistes internationaux. Et très honnêtement, ce front médiatique pourrait s'avérer bien plus périlleux et insidieux que le front physique militaire, car la machine médiatique est dotée d'une puissance de frappe absolument redoutable. Elle a le pouvoir de façonner nos perceptions et de tordre la réalité elle-même. Un simple gros titre accrocheur ou une petite phrase choc issue d'un grand média peut influencer des millions, voire des milliards de personnes, propageant la peur, la colère et la méfiance en un battement de cils. Malheureusement, ceux qui manœuvrent dans l'ombre et qui rêvent de voir le capitaine Traoré éjecté définitivement du tableau politique savent pertinemment comment jouer à ce jeu vicieux et ils instrumentalisent la presse à leur plein avantage pour arriver à leur fin. Ces derniers temps, on a vraiment l'impression que Traoré est ciblé, traqué et passé au crible avec une agressivité bien supérieure à celle réservée à n'importe quel autre dirigeant sur la scène mondiale actuelle. Il ne s'agit pas simplement de critiques légitimes. Non, il est constamment traîné dans la boue salie par des vagues successives de fausses nouvelles et des campagnes de désinformation toxiques. Chaque fois que son nom apparaît dans les médias occidentaux, la couverture est implacablement négative sans aucune nuance. C'est comme si ces journalistes souffraient tous d'un cas sévère et chronique de mémoire sélective. Mais d'un autre côté, peut-être ne devrions-nous pas être si surpris par ce flagrant deux poids deux mesures qui est devenu la norme. En fin de compte, ils ne font que pousser le récit qui sert les intérêts occidentaux et qui permet de maintenir le statu quo néocolonial intact. Il y a tout juste quelques semaines, le commandant américain de l'Africom est sorti du bois avec une accusation audacieuse, prétendant que le président Traoré détournait les réserves d'or du Burkina Faso uniquement pour payer sa propre protection rapprochée. Écoutez, essayons de faire taire tout ce bruit parasite et soyons réalistes et honnêtes une seconde. Parce que nous savons tous pertinemment que ce récit est un pur délire, c'est de la foutaise absolue. La réalité sur le terrain est tout autre. Le président Ibrahim Traoré a fait de la récupération des ressources naturelles du pays sa mission sacrée et absolue, afin de les rediriger directement vers les poches de la classe ouvrière, garantissant ainsi que la richesse de la nation profite réellement aux habitants qui vivent sur cette terre, et non à un compte bancaire offshore douteux. Et puis tenez, faisons-nous l'avocat du diable un instant pour pousser le raisonnement. Même si une partie de cette réserve d'or était liquidée pour financer la sécurité nationale, allons-nous vraiment rester assis là à prétendre que ce n'est pas son droit souverain le plus strict? Quand vous menez une guerre totale pour votre survie, vous achetez des munitions, vous ne comptez pas les miettes de pain. Cet homme repousse littéralement des menaces existentielles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gérant des insurrections et des efforts de déstabilisation qui feraient s'effondrer la plupart des dirigeants en moins d'une semaine. Vous devez vous poser la question, pourquoi le gouvernement des États-Unis ressent-il ce besoin compulsif et maladif de fourrer son nez partout à chaque fois qu'un chef d'État africain
décide de se faire pousser une colonne vertébrale et de se lever fièrement pour défendre sa propre souveraineté. Mais cette campagne de calomnie ne s'arrête pas aux simples enjeux géopolitiques. Nous voyons maintenant fleurir des articles à charge prétendant que Traoré s'en met plein les poches avec le Trésor national. Pour être tout à fait franc avec vous, cette accusation est tellement grotesque qu'elle en devient risible. Nous ne sommes que trop douloureusement familiers avec le visage de la véritable corruption sur le continent africain. Nous avons vu ce scénario se jouer 1000 fois auparavant. Nous parlons de dictateurs vivant dans une opulence indécente, volant à bord de jet Gulfstream à 50 millions de dollars et claquant des milliers d'euros dans des costumes de créateurs dans les boutiques de Paris pendant que leurs citoyens meurent de faim dans les rues. Mais Traoré, lui, cet homme est taillé dans une toute autre étoffe. Il est d'une trempe complètement différente. Si cet homme volait dans les caisses du trésor public, les signes seraient impossibles à manquer, cela sauterait aux yeux. Nous verrions immédiatement l'amélioration de son train de vie. Les voitures de sport italiennes, les montres suisses de luxe, les immenses villas cachées dans les collines. Mais regardez autour de vous, rien de tout cela n'existe. Zéro, le néant total. Traoré est toujours là sur le terrain, en treillis, habillé comme un simple soldat conduisant des véhicules utilitaires, parce qu'il a un travail à faire, et non parce qu'il essaie d'épater les élites lors d'un cocktail mondain. Il reste incroyablement terre à terre, gardant les deux pieds dits fermement ancrés dans la réalité du peuple. Et n'oublions pas un détail crucial ici. S'il pillait vraiment le pays, il serait en train de faire la tournée des palaces en Europe et à Dubaï, comme n'importe quel autre kleptocrate que nous avons vu dans l'histoire. Mais lui, il ne va nulle part. Il ne fuit pas. Il est juste là au Burkina Faso dans la fournaise, regardant les problèmes droit dans les yeux, marchant épaule contre épaule avec son peuple et faisant le gros travail que la plupart des politiciens sont bien trop effrayés pour oser toucher. On ne voit tout simplement plus ce genre de leadership de nos jours, c'est une espèce en voie de disparition. Et cela terrifie l'establishment international. Allez, appelons un chat un chat. Ce n'est rien de plus qu'une opération psychologique désespérée et coordonnée conçue pour monter le public contre le président Traoré, parce qu'ils sont incapables de l'acheter. Vous souvenez-vous quand les gros titres hurlaient que Traoré orchestrait une campagne pour cibler et éliminer un groupe ethnique spécifique, en particulier la communauté Peul au Burkina Faso. Les médias grand public ont tenté de tisser ce récit selon lequel il était tellement frustré par la situation sécuritaire dégradée qu'il aurait décidé de faire des Peuls des boucs émissaires et d'en faire la cible d'une nouvelle stratégie militaire brutale. Cette allégation était une véritable bombe, une accusation explosive. Elle a déclenché une indignation massive et des manifestations particulièrement au sein de la diaspora burkinabé vivant en France qui consommait ces informations en boucle sans être sur le terrain pour pouvoir les vérifier. Les gens étaient furieux, certains allant même jusqu'à exiger sa démission immédiate sur le champ. Mais tout comme les histoires bidons sur le vol de l'or et les détournements de fonds, il s'est avéré que ce n'était qu'une fabrication complète, un pur mensonge. L'administration Traoré n'a jamais au grand jamais donné l'ordre de cibler nos frères Peul, et il n'existe absolument aucune politique officielle, ni même officieuse, visant à les persécuter au niveau de l'État. C'est une fabrication totale. Je vous en prie, faites preuve d'un peu de bon sens et analysez la situation avec froideur et logique un instant. S'il y avait réellement une campagne active de nettoyage ethnique en cours, croyez-moi, les journalistes locaux au Burkina Faso, ces gens qui vivent campent sur place, qui respirent le même air et arpentent ces rues chaque jour, auraient tiré la sonnette d'alarme depuis bien longtemps. Mais ils sont restés silencieux sur ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que ces atrocités n'existent pas, c'est un mensonge. Au lieu de cela, ceux qui propagent ce récit toxique et dangereux sont assis bien au chaud, confortablement installés dans des studios climatisés, loin très loin de la réalité du terrain. Nous parlons ici de commentateurs étrangers, de grands groupes médiatiques et de soi-disant experts de l'Afrique, qui pour la plupart n'ont probablement jamais mis un seul orteil sur le sol burkinabé de toute leur existence. Et pourtant, par une ironie du sort, ce sont eux qui détiennent les mégaphones les plus puissants et qui monopolisent la parole publique. Mais voici la vérité crue, le fond du problème en tant qu'Africains et alliés de ce continent, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser ce niveau de désinformation empoisonner les esprits. C'est notre responsabilité absolue, notre devoir moral de riposter, de vérifier chaque fait et de rétablir la vérité coûte que coûte. Nous devons nous assurer que la lumière de la vérité tranche net à travers l'épais brouillard de la propagande mensongère. Nous ne pouvons pas permettre que nos frères et sœurs de la diaspora en particulier, ceux résidant en France, soient manipulés comme de vulgaires pantins par des articles à charge, rédigés à des milliers de kilomètres par des individus ayant un agenda caché.
Écoutez, soyons honnêtes, le président Traoré n'est peut-être pas un saint, et personne ne prétend qu'il est parfait, loin de là. Mais à l'heure actuelle, il est l'un des rares, sinon le seul dirigeant à oser descendre véritablement dans l'arène pour se battre corps et âme pour un changement systémique profond. Ce n'est pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'avenir de toute l'Afrique. S'ils parviennent à écarter Traoré du pouvoir, ou pire qu'à Dieu ne plaise à l'assassiner, toute cette révolution pourrait s'effondrer brutalement avant même d'avoir pris son envol. Et regardons-nous dans le miroir, il faut être brutalement honnête avec nous-mêmes. S'il tombe aujourd'hui, il pourrait s'écouler des années, voire des décennies entières, avant que les astres ne s'alignent à nouveau et que nous voyions émerger un autre leader doté d'un tel courage. Il suffit de regarder l'histoire. Rappelez-vous ce qui s'est passé après le tragique assassinat de notre frère Thomas Sankara. L'Afrique a attendu dans les ténèbres pendant des décennies, espérant désespérément voir surgir quelqu'un d'assez brave pour se lever, quelqu'un d'assez audacieux pour défier le système impérialiste. Traoré est cet homme. Il est l'incarnation vivante de cet espoir tant attendu, et ce qu'il représente dépasse largement les simples frontières géographiques du Burkina Faso. Il est devenu un symbole puissant de résistance pour le continent tout entier, la preuve que l'Afrique est capable d'enfanter des chefs d'État patriotes intègres et qui refusent de se vendre aux puissances étrangères. Mais au lieu de faire bloc derrière lui et de protéger ce mouvement historique comme la prunelle de nos yeux, on voit certaines factions qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour le détruire et saper son autorité de l'intérieur. Ce sont des individus qui ont vendu leur âme et leur loyauté, non pas à leur drapeau ni à leurs voisins, mais à des intérêts étrangers et aux plus offrants. Ils tentent activement de saboter ce futur même qu'ils prétendent chérir, privilégiant leurs petits gains personnels à court terme au détriment de la libération totale de leur propre peuple. Et peut-être que la trahison la plus déchirante, celle qui brise le cœur, réside dans ces récents rapports accablants. On y apprend que la Côte d'Ivoire, une nation africaine sœur et voisine, serait prétendument complice de ces manœuvres sournoises visant à déstabiliser le Burkina Faso. Mais malgré tout cela, il faut garder une lueur d'espoir, ne jamais baisser les bras. Avec la mise en œuvre de ces nouvelles mesures de sécurité drastiques, peut-être oui, peut-être que cela suffira à tenir les loups à distance et à maintenir la flamme de la révolution bien vivante en 2026. Alors, je dois vous poser la question à vous qui m'écoutez, selon vous, que se trame-t-il réellement dans les coulisses de ce jeu de pouvoir?